Alors, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes dans les jardins du Ritz pour ce rendez-vous littéraire autour de Chantal Thomas et d'avoir également à mes côtés Anna Maria Bartolomé et l'historienne de la littérature Fanny Arama. Chantal Thomas, vous êtes romancière et essayiste et vous venez tout juste d'être élue à l'Académie française. Vous êtes devenue la 10e académicienne de l'histoire. Vous êtes une grande spécialiste du XVIIIe siècle et vous avez notamment publié des essais sur Sade, Casanova ou encore Marie-Antoinette. Vous avez écrit aussi de célèbres romans historiques comme Les Adieux à la Reine ou L'Échange des princesses. Mais il est rare qu'une universitaire sache à la fois manier l'érudition et l'humour et parler de grandes figures historiques avec autant de naturel, en sachant aussi bien évoquer les petits riens du quotidien que les grandes passions de l'âme. Vos livres témoignent d'un goût insatiable de liberté et les femmes que vous évoquez sont libres de refuser la tradition, d'affirmer leurs talents, leurs goûts et leurs emportements et de se défaire d'une soumission intériorisée. Vos livres sont de véritables antidotes à la morosité, à l'ennui, à la pesanteur et à l'enfermement sur soi, car vous cherchez inlassablement la possibilité d'un rapport au monde entièrement vivant. Le lecteur est toujours transporté avec vous dans ce surcroît d'énergie vitale qui l'enjoint à ne pas se replier sur soi et à vivre pleinement chaque instant. Merci infiniment. Merci Charlotte pour cette présentation. On va commencer ce rendez-vous littéraire avec une lecture, la lecture du Journal de nage qui va paraître dans 2 jours, Chantal Thomas, et dont Anna Maria va nous lire un extrait. Dimanche 5 juin 2021. Premier bain, mon début de l'été. Il fait frais, c'est un dimanche sur la plage en face de l'hôtel Negresco. J'allais y nager quand je logeais chez ma mère, rue d'Al Pozzo. Je commence ma saison des bains avec la plage fréquentée par ma mère. Avec elle, donc. Avec son corps de jeune fille, la rapidité de ses gestes, sa spontanéité. Elle me pousse à écrire plus vite, d'un seul jet, à me jeter dans le langage comme elle se jetait à l'eau. Je m'assois sur les galets, petit théâtre d'une fin de dimanche. Des familles qui ont passé la journée, 2 fillettes dans l'eau qui n'arrêtent pas de pousser des cris. Un garçon de 13 ou 14 ans, boucle blonde, déjà bronzé, très beau. Ils nagent paresseusement dans leur espace. Les fillettes crient de plus en plus aiguës, dépossédées d'elles-mêmes, rivales sans le savoir. C'est tout enfant qu'une petite fille devrait commencer d'aimer son corps, de s'aimer, de se tracer un chemin d'indépendance qui rende impensable une quelconque complicité avec la croyance en une suprématie mâle. Les fillettes vont-elles réussir à se détacher du joli garçon ? Au contraire, elles font de l'écume, gigotent et s'ébrouent pour lui, constant dans son indifférence jouée. Je vais me baigner. Entrer dans l'eau prend un sens fort. Je tourne le dos au mois précédent, au confinement, à l'anxiété. Tout est devant moi. Dans un ciel légèrement voilé, une lumière à la Whistler, un bleu retenu, des lueurs oranges mêlées de gris. Il y a la fraction de seconde ou de froid des rébarbatives. L'eau, quand vous avez commencé à nager, vous accueille et vous murmure à sa manière insinuante, enveloppante, continue. Je suis entrée dans l'eau, je suis entrée dans un autre mode d'être. Peut-être parce que j'ai tellement désiré cet été, je voudrais ne pas le laisser filer, sans tenter de le fixer, sans chercher à en retenir quelque chose dans la nasse de mes phrases. J'ai envie de poursuivre autrement l'entreprise paradoxale, entamée avec souvenir de la marée basse, portrait de Jackie, ma mère, en nageuse, de saisir l'insaisissable, de doter d'une mémoire ce qui se traçant sur les flots est voué à l'effacement immédiat. Je tends à rejoindre le monde, à célébrer sa splendeur dans son éclat le plus fugitif, dans la puissance même du présent, tout en chérissant les fantômes du passé. Car il y a le haïku, le condensé d'un c'est ça, en quelques mots, et il y a la leçon de Proust, la phrase labyrinthe qui opère la résurrection d'un déjà mort et le relance dans une circularité infinie. Il y a l'instantané mat, et la diffraction d'une luminosité en appel d'éternité. Vouloir les deux, une utopie bien sûr, elle m'anime. Lundi 6 juin, ma plage, au-dessous du château de l'Anglais, les restes d'une villa en ruine, ses arcades effritées, ses fenêtres par où s'envolent des mouettes, la mosaïque de l'entrée représentant des poissons est couverte de gravats.
Le bout d'une terrasse en forme de barque chute vers des massifs de yucca. Je retrouve tout. Le calme des jardins contraste avec l'agitation de la mer. La pièce où j'écris ce soir, peinte en jaune, donne sur un balcon qui donne sur un jardin. Un fort parfum de jasmin envahit l'appartement. Mes phrases même le respirent et s'en affolent. Le matin, la mer est à nouveau calme, translucide. Les ombres des roches sous-marines produisent des zones de bleu forêt. Dimanche 27 juin. Sunday, Sonntag, jour de soleil. À la différence de Rain Day, Regentag, qu'il n'est pas d'usage même dans les pays les plus à sec de distinguer. Today is Sunday. Que l'eau soit très fraîche, presque froide, les 2 ou 3 nageurs matinaux de ce dimanche de soleil s'en félicitent. Fraîche et claire. Je nage parallèle à la côte. Des petites vagues rencontrent ma joue gauche. Ce n'est qu'une gifle, seulement un contact plus appuyé. L'autre joue n'éprouve rien de tel. La dissymétrie fonctionne comme un aiguillon. Jour de soleil est aussi jour d'un infatigable désir de nager. Je nage un moment dans l'instant sans me préoccuper du suivant. Je suis contente telle qu'elle, quasi inactive, attentive à sentir la profondeur bleue sous moi qui me porte et rend tout effort inutile. Je suis de cette humeur d'abord, humeur des rives, humeur planche mais face opposée. Je fais la planche couchée sur le ventre. Et puis une énergie surgit en moi. Je commence de nager vraiment, résolument, de plus en plus prise par la douleur, par la douceur et l'espoir répétés dans des mouvements d'ouverture des bras, d'élargissement de la poitrine, de plongée régulière du visage dans l'eau. Je n'ai pas envie de m'arrêter. René la supplique muette, puis modulée par les enfants obligés par les parents de rentrer, de quitter le monde sans effort, et tout joueur de la nage, les tapis d'écume, les mirages de reflets, pour la réalité des 2 pieds sur terre. Je ne veux pas rentrer. Quelle importance il y a longtemps que mes parents ne sont plus là pour crier mon nom et m'offrir la chance de leur désobéir. La fatigue, le froid, remplaceront la voix des parents. Et je serai forcée d'obéir. Merci beaucoup Anna-Maria pour cette très belle lecture qui nous transporte des jardins du Ritz à la plage de Nice. Chantal Thomas, vous êtes romancière, essayiste, dramaturge et scénariste. Et je commencerai tout simplement par une question très simple. Quand et comment avez-vous commencé à écrire ? J'ai commencé à nager. Non, mais j'aurais pu. Vous pouvez répondre aux 2. À écrire, je peux répondre très précisément. En réalité, j'ai jamais, adolescente, par exemple, songé à écrire. Quand j'étais étudiante, j'étais ravie d'être étudiante et je voulais étudier à jamais et voyager. Et c'était mon désir. Et comme je voulais écrire sur ça, un ami m'a parlé de Roland Barthes et je suis allée le voir. C'était rue de Tournon, c'était un tout petit escalier qui menait à 2 chambres de bonne réunies. Et je suis allée vers ce monsieur qui était habillé en bleu d'ailleurs et j'ai croisé ses yeux bleus. Je lui ai dit, je cherche Roland Barthes. Il m'a dit, vous êtes très intuitive. Et voilà, je me suis inscrite en thèse. Les premières pages que j'ai écrites, c'était vraiment pour lui. Et au fond, je crois que j'avais peur d'écrire comme ça, sans destinataire. Et donc, j'ai commencé à écrire sur le Marquis de Sade. Et j'envoyais mes pages à Roland Barthes, qui était un directeur de thèse très particulier, puisqu'il ne répondait pas, jusqu'à ce qu'il envoie une petite carte postale qui me transportait évidemment à chaque fois. C'est des cartes postales du Sud-Ouest avec des images de pins, des photographies de bord de mer et il disait « je vous remercie », en gros. Voilà. Et j'ai avancé comme ça de mois en mois et c'est pour lui que j'ai commencé d'écrire. Et je suis heureuse parce qu'il venait d'écrire le plaisir du texte. Et donc c'était des moments extraordinaires parce que c'était à la fois quelqu'un qui faisait court sans avoir l'arrogance et le monopole, le côté monologuant du professeur. Et c'est quelqu'un qui faisait à vif son inquiétude. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été la personne qui m'a ouvert le chemin vers l'écriture. Vous expliquez bien dans Café de la mémoire justement vos premiers cours de philosophie auxquels vous avez assisté et qui vous désespérait. Pourquoi il vous désespérait ces cours? Mais c'était affreux, c'était vraiment une chose affreuse. J'ai fait toute cette licence de philosophie jusqu'à l'agrégation où je n'ai pas été reçue, sans rien comprendre. Mais vraiment rien. Ce que je saisissais des formules et j'apprenais à les manier
D'où venait la question, je ne percevais pas. Et quand vous posiez des questions, on vous répondait oui, Kierkegaard, et une réponse à Kant, par exemple. Mais l'origine, c'était où? Donc oui, j'ai eu un sentiment de perdition totale, mais joyeux, hein, très joyeux. Ça m'inquiétait pas vraiment. Je pensais que ça se passait comme ça. Donc vous en parlez beaucoup dans le journal de nage, et d'ailleurs il y a une formule absolument magnifique. Vous parlez de la nasse de mes phrases. En fait, quel lien établissez-vous entre la nage et l'écriture? C'est lié puisque je nage sans direction, d'une manière un peu vagabonde, et je ne sais jamais si je vais aller vers la bouée ou vers l'horizon ou suivre le rivage, vous voyez. Quand je marche aussi, j'aime beaucoup m'arrêter, j'avance d'une manière un peu incertaine, en étant poussée par un courant qui certainement est très, très sûr. Mais ça, c'est quelque chose d'Arcachon aussi. À Arcachon, il y a des courants, et il faut avoir le savoir des courants. Et ça, je ne me suis jamais trompée là-dessus. Et il y a une confiance absolue. Quand on grandit au bord de la mer, je crois, on a une confiance absolue dans cette immensité. On sait qu'on n'est rien à l'intérieur de cette totalité bleue, mais en même temps, on n'a aucun doute. Et ça, je pense que c'est constitutif d'un rapport heureux à son corps et en prolongement de ça, à une écriture. Donc, le lien, pour moi, il est plutôt là. Dans l'immersion, la possibilité de s'immerger dans le langage. Et moi, j'écris beaucoup à partir de mes rêves. C'est-à-dire, je laisse mes rêves me guider. Et une immersion qui ne nous fait pas disparaître, mais qui, au contraire, nous permet une sorte de création progressive. Nager, c'est ça, d'une certaine façon, non? Et justement, par rapport à cette immersion dont vous parlez, cet élan de liberté, vous aimez à le rappeler souvent, a été une conquête pour les femmes, au sens où la nage a été pendant très longtemps quelque chose qui n'était pas accepté. Elles étaient contraintes à être immobilisées dans des vêtements, à être considérées comme des choses maladives, devant rester sur le bord du rivage. Je fais le lien avec Gabrielle Chanel qui disait qu'il n'y a rien de plus beau que la liberté du corps. Oui, c'est une conquête assez récente, au fond. Au contraire de beaucoup de sports, nager, c'est se dépouiller. Et au XIXe siècle, quand la nage commence à être très pratiquée par les hommes, et en particulier par les Anglais, les femmes sont à ce moment-là totalement embobinées dans des châles, des blouses, des chapeaux. Et la progressive libération du corps de la femme, à laquelle Chanel a effectivement participé d'une manière spectaculaire et esthétique, elle aboutit aussi à un autre savoir qui est redoutable pour les hommes, qui est ce plaisir qu'on prend à nager et à disposer de son corps d'une manière douce, harmonieuse et qui ne regarde que nous. Moi, j'ai souvent le sentiment dans l'eau d'une complétude de quelque chose. On sait que dans cet instant même, on touche à une perfection. Et je pense que savoir ça, ça a complètement désacralisé le rôle de pôle et absolu masculin. J'ai aussi écrit Comment supporter sa liberté, qui a été pour moi un livre important au sens où je me suis demandé, mais je dispose de ça maintenant, nous disposons, un certain nombre d'entre nous, d'une liberté, pourquoi ne pas l'explorer un maximum? Il y a tout ce qui est interdit et qu'on peut vouloir conquérir, mais il y a aussi ce dont on dispose. Et je crois que rien que définir cet espace et aller le plus loin possible à l'intérieur de cet espace, c'est passionnant. Anna Maria, est-ce qu'il y a une activité qui te fait éprouver autant de... Le jeu, je pense que c'est quand je joue que je me sens la plus libre. Je pense que la première fois que j'ai ressenti un très grand sentiment de liberté, c'était sur mon dernier film, L'événement, parce que j'incarnais Annie Ernaux, qui elle-même était une femme très libérée, très émancipée, très indépendante et confiante, et elle m'a donné plus que je ne lui ai donné, et m'a aidée à grandir et elle m'a transformée en femme. Je pense que j'ai commencé le film en tant que jeune femme et je l'ai fini en m'autorisant à avoir confiance en des choses qui me faisaient peur avant. Et je pense que
pour la première fois, moi aussi, je me suis jetée à l'eau. Chantal Thomas, vous avez fait le portrait de femmes émancipées et votre œuvre attache une grande importance à leur liberté. La liberté d'expression, la liberté de circulation. Et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Souffrir », dans lequel vous montrez comment certaines femmes, malgré les entraves qui les rendaient captives, ont su libérer leur talent. Il y a notamment une personnalité à laquelle on va s'attacher. Anna Maria va nous lire un extrait de « Souffrir ». Nous t'écoutons. Pendant de longs siècles, les femmes ont subi la souffrance, par définition muette, sinon indicible, du talent non employé. Elles ont souffert, par accès ou sur le mode continu, d'une insatisfaction chronique, la certitude de pouvoir beaucoup plus que ce qu'il leur était permis de réaliser. Elles sentaient que rien, ou presque rien des ressources d'intelligence, d'organisation, de création, dont elles se devinaient des dispositions, ne passait au dehors. Intuition bien incertaine en effet, puisque tant qu'un talent demeure sans preuve, il n'existe pas. Or ces preuves, elles n'ont aucune chance de les apporter. On leur concède de s'adonner aux arts d'agrément, de rendre stimulant et décoratif l'environnement familial, d'être un soutien pour leur époux, une présence attentive pour les enfants. Un point, c'est tout. Au désespoir inutilisé des fous dans les asiles, fait pendant le talent inutilisé des femmes dans leur maison. Aussi longtemps que cette secrète et lancinante frustration ne leur fait pas rejoindre les prisons de la folie. Madame de Staël est l'une des premières dans l'histoire des femmes à avoir eu l'audace de s'arroger le talent d'un Voltaire ou d'un Rousseau. Elle a brisé l'interdit séculaire des femmes bâillonnées ou autocensurées, détruites, rendues malades, folles par leur supériorité même. Elle projette à la hauteur de ses capacités, sans fausse honte ni timidité. Elle veut la gloire et l'obtient. Et quel constat en tire-t-elle à la fin de sa vie ? La gloire et le deuil éclatant du bonheur. C'est une phrase incroyable. Avoir le choix, toujours. Une femme doit toujours avoir le choix. Le bonheur ou la réussite sociale. Pour moi, maintenant, en tant que jeune femme, j'ai l'impression que c'est... ça paraît pas absurde, mais c'est une question que je pense je ne me pose pas et je suis bien chanceuse à mon échelle, mais j'aurais pas envie d'envisager ça. Et je parlais tout à l'heure de l'événement, et pareil, Annie Ernaux a dû faire un choix. Sa carrière, sa vie, sa liberté. Chantal, vous disiez, il y a les choses qu'on a, la liberté dont on dispose, mais qu'il faut aussi saisir. Et je pense qu'il faut aussi s'autoriser à vouloir ces choses et à les obtenir. Oui, absolument. Chantal, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement Germaine de Staël, Madame de Staël? Qui était-elle? Germaine de Staël, en effet, est la première à avoir signé, parce que pour une femme, signer un livre, c'était s'afficher. Donc, c'était extrêmement négatif. Et ce qu'elle s'autorisait, je pense en particulier aux salonnières, c'était le journal, écrire son journal, ou bien la correspondance. Et donc, elle est la fille de Necker, elle dispose d'une fortune énorme, et elle a été élevée par sa mère comme une sorte de singe savant, et elle écrit son premier livre sur Jean-Jacques Rousseau. Elle est très jeune à ce moment-là. Et je pense que si elle est, pour moi, exceptionnelle, c'est qu'elle forme avec Benjamin Constant un peu un couple qui, d'une certaine façon, préfigure Sartre et Simone de Beauvoir. C'est-à-dire c'est un couple à la fois amoureux, intellectuel et politique. C'est très rare. Et elle a cette blessure qui est qu'elle a cru à la Révolution de 89 et elle a été extrêmement meurtrie, et même davantage, par la terreur. Et au contraire de beaucoup de personnages qui ont traversé la Révolution, elle va tenir jusqu'au bout au principe de liberté de la Révolution. Elle fera des choix extrêmement courageux, au sens où elle va aider des gens à échapper à la guillotine, et elle va écrire ce petit texte très très courageux aussi, sur Marie-Antoinette, avant son procès, un texte dédié aux femmes. Et alors que politiquement, elle n'était absolument pas d'accord avec Marie-Antoinette. Donc elle est une femme qui s'élève au-dessus de ses choix individuels ou
de ses sentiments pour rejoindre une cause. Et ce qui est extraordinaire aussi dans l'écriture de Madame de Staël, c'est pas l'écriture musicale de Chateaubriand, c'est une écriture qui avance dans la pensée. Et on voit le moment où tout s'éclaire. Donc on avance dans son raisonnement et on est porté par la force d'une conviction. Elle a écrit beaucoup de livres et des essais politiques notamment, mais s'il y avait un livre à retenir, quel serait-il? Moi, je pense que Corinne ou l'Italie, c'est merveilleux parce que c'est justement l'histoire d'une poétesse finalement abandonnée à cause de son talent. Elle écrit beaucoup sur les contradictions de la condition féminine. Elle était elle-même travaillée par ces contradictions, puisqu'elle va aussi, malheureusement, inaugurer un des grands problèmes féminins qui est d'un niveau d'intelligence, de pouvoir et d'action intellectuelle et politique immense, mais contrebalancée par des ambitions sentimentales extrêmement banales. Et les deux font qu'elle va terriblement souffrir, puisqu'elle va continuer d'aimer d'une manière un peu larmoyante, tout en ayant cette tête qui lui permettrait d'être chef de l'État. Et c'est cette espèce d'abîme et de déchirement qui, pour moi, la rend un peu la première femme moderne. Vous avez écrit un livre magnifique, L'esprit de conversation, sur l'esprit de conversation typiquement français, qui n'est pas au XVIIIe, mais qui s'épanouit en tout cas beaucoup au XVIIIe, où vous parlez de la manière dont les femmes ont tenu des salons, les salonnières. Que pouvez-vous nous dire justement de ces femmes et que leur doit-on aujourd'hui? Bon, d'abord, il y a quelque chose dans l'histoire littéraire qui fait que le rôle de ces femmes salonnières, qui en réalité étaient celles qui faisaient circuler les idées, est complètement nié. À l'école, j'ai jamais entendu parler de Madame du Défunt, par exemple, ou de Julie Lespinasse ou Madame de Staël. Et puisqu'elles avaient été privées d'éducation, Madame de Staël ou Julie Lespinasse souffrent énormément de ça, d'être en deçà par rapport à leur capacité intellectuelle. Elles demandent à Voltaire ou à Diderot de leur transmettre le savoir. Donc ce qui me touche en elles, c'est alors qu'elles ont ce talent, cette force d'écriture et de conception, de se poser un peu comme des écolières. Mais elles ont eu un rôle fondamental puisqu'elles sont celles qui veulent faire passer un savoir dur du côté du latin, du côté de la spécialisation, dans le sens d'une sociabilité et d'un art de vivre. Elles sont du côté d'une saveur du savoir et elles sont aussi celles qui... alors, à propos de l'Académie française, elles sont celles qui travaillent comme des folles pour que certains hommes soient élus à l'Académie française. Donc, elles sont derrière les décors. Elles ont un rôle maternel par rapport aux philosophes et aux écrivains et aux diplomates. Donc, elles sont extraordinairement généreuses, je trouve. Et je trouve que c'est justice de leur redonner la place qu'elles ont eue. Et elle néglige pas aussi la dimension esthétique, quelque part. Oui. Et comment aussi... il y a la nécessité de créer un cadre, en fait, propice à cet échange. Absolument. Le salon jaune d'or de Madame du Défunt était très célèbre. Mais c'est ce qui fait rêver le passé aussi. Ces paroles, quelles elles étaient exactement, on ne sait pas. C'est à nous d'imaginer, de les imaginer. Et vous dites aussi que ce qui vous plaît, c'est que nous n'avons plus tous les ricochets de conversation qui ont été les leurs, mais il y a quelque chose dans l'esprit de conversation qui vous plaît avant tout, c'est le fait de ne pas aimer l'esprit de sérieux. Non, c'est vrai. Voilà, il y a de l'ironie, il y a des piques, il y a des échanges. Et ça, c'est quelque chose qui est propre au salon littéraire. Oui, mais c'est quelque chose qu'on peut qui est très féminin aussi. Qu'on peut transporter dans son existence, c'est vrai. L'esprit de conversation, qui est quand même mis en question en ce moment énormément, l'esprit de conversation, c'est aussi laisser advenir l'imprévu. Et au hasard d'une attente, tout d'un coup, quelqu'un dit quelque chose à côté de nous et on sent que c'est une complicité de conversation possible. C'est mystérieux. C'est aussi une dépense gratuite, la conversation. Elles ont déployé ces trésors d'intelligence hors trace. C'est comme nager. Charlotte, est-ce que toi, tu es nostalgique de cette époque des salons littéraires et est-ce qu'avec les rendez-vous littéraires Rue Cambon, tu as voulu recréer leur atmosphère en quelque sorte? Alors,
je dirais pas que c'est une nostalgie d'un passé idéalisé. L'idée, c'est pas de recréer l'ambiance du 18e. Et puis, comme le disait Chantal Thomas, on peut pas exactement savoir comment ça se passait, mais c'est peut-être l'idée que cet esprit de conversation, il est aujourd'hui menacé d'une certaine manière parce qu'on est pour 1000 raisons happé par une certaine frénésie, et pour qu'une belle conversation ait lieu, il faut une pleine présence, il faut un espace propice. Vous avez tout à l'heure évoqué Madame du Défend, qui a écrit une très très belle correspondance. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi qui elle était exactement? Alors, Madame du Défend, elle, c'est l'époque Louis XV. C'est une femme qui a un style très sec, mais plus proche que Madame de Staël, on va dire. Elle est née d'une petite noblesse dans le Massif central, et comme c'était très souvent le cas, le frère aîné a gardé toute la fortune, et donc elle, en tant que fille, on la met dans un couvent. Donc elle ne voit pas ses parents, et on la sort juste pour qu'elle épouse un cousin. Après, elle a dit « j'ai saisi cette situation pour me libérer ». Donc elle l'épouse et elle s'en va. Et elle va, avec Voltaire, faire son apprentissage mondain chez une princesse, et ils vont tous les deux être comme à la fois des amuseurs, des distracteurs, et ils se forment intellectuellement. Casanova, c'est pareil, ils allaient de cours en cours et ils donnaient la représentation de leur force de vie, de leur gaieté, et Madame du Défend, créer un salon, c'est un savoir aussi, en effet. Et donc, plus tard, elle va, protégée par Choiseul, parce qu'elle n'a pas d'argent, elle va ouvrir ce salon et écrire cette extraordinaire correspondance, d'abord avec Voltaire, qu'elle appelait « cher contemporain », et plus tard, elle va tomber folle intellectuellement de Walpole. Elle devient aveugle très tôt, et elle écrit à Voltaire « Savez-vous que je deviens aveugle ?» C'était leur ton. C'est aussi un temps où on ne s'appesantit pas sur ce qui ne va pas. C'est quand même une chose du XVIIIe siècle. Il y a une sorte de hauteur par-dessus les aléas du quotidien. Mais vous diriez une certaine légèreté, une capacité à oublier quelque part? Oui, je pense aussi que c'est la force de l'esprit et la force de la syntaxe. Ils avaient une syntaxe extraordinaire qui leur permettait, en effet, Voltaire pouvait dicter 20 lettres par jour, en plus des œuvres qu'il écrivait. Et je crois que c'est inconcevable si on n'a pas un langage extraordinairement sûr, qui est comme les acrobates qui peuvent faire les figures les plus souples et les plus folles sur un fil. Et c'est justement ce que je me demande par rapport au SMS, qui est un langage squelettique. Moi, je ne suis pas contre les nouveaux moyens de communication, mais ce que je peux voir, c'est que ça correspond à un appauvrissement du langage réel. Faites entrer une phrase de Proust dans un SMS, c'est coton. Anna Maria, tu as joué le rôle de Louise-Élisabeth d'Orléans dans L'Échange des princesses, donc un roman écrit par Chantal Thomas et adapté au cinéma par Marc Duguin. Et donc c'est l'histoire de jeunes princesses que l'on choisit pour perpétuer des dynasties. Et tu jouais le rôle de cette très très jeune femme qu'on utilisait d'une certaine manière comme un objet à troquer. Et comment est-ce que tu as ressenti ce rôle à cette époque? Quand tu l'as joué, tu étais plus jeune. En effet, c'était des jeunes filles qui étaient des jouets, des instruments dans des plans politiques qui les dépassaient complètement. Et c'était d'ailleurs une période très cruelle vis-à-vis des enfants et du traitement qui leur était infligé. Et ce que j'ai trouvé beau, c'est de voir comment ils essayaient de s'en sortir. Et ce que j'aimais chez Louise-Élisabeth, c'est son effronterie. Je pense que c'est une jeune fille qui reste debout et digne, non sans moins être la victime de son héritage, mais elle était très effrontée, très audacieuse et très libre. Et je la trouve très moderne et très inspirante. Moi, quand je repense à ce film, j'entends Anna Maria dire, elle rencontre le roi d'Espagne, et il lui demande « Mais qu'aimez-vous » Je n'aime rien. Et vous êtes dressée très haute, et vous dites « Rien, je n'aime rien ». Et l'éclat avec lequel vous prononcez ce rien me reste, j'y pense certains matins et ça m'enchante toujours. C'est à la fois une force d'adolescente irréductible. Vous avez fait passer, je ne sais pas si c'est vous,
c'est peut-être quelque chose de vous, mais en tout cas quelque chose d'irréductible. On sent que cette jeune femme, rien ne la fera plier, et dans la réalité, c'est la folie qui va la faire plier, mais le film ne dit pas cette zone d'ombre, mais même dans sa folie, elle a été d'une décision insupportable pour le reste de la cour. Non, c'était magnifique. Et ça, c'est vraiment, je dois dire, c'est une des grandes joies de l'existence. C'est vrai. D'écrire une phrase et un jour de l'entendre et de la voir dite d'une manière aussi géniale qui révèle plus que ce que moi j'avais pensé. Merci. Mais c'est vrai, c'est des dépassements. Vous avez écrit un très beau texte qui s'appelle « Comment supporter sa liberté », dans lequel vous exposez divers dictats auxquels les femmes sont soumises encore aujourd'hui, et malgré la modernité, le fait que les femmes pâtissent beaucoup du regard social de ses contemporains, et vous soulevez un tabou dont on parle peu, le refus, voire l'indifférence de femmes vis-à-vis de la maternité. Donc Anna Maria va nous lire un extrait de cette œuvre « Comment supporter sa liberté ». Pas d'enfant. Cette petite phrase simple, énoncée, matter of fact, en passant. On me pose la question, je réponds. Comme on pourrait dire, je ne parle pas portugais. A le don de faire circuler autour de soi un air si froid. Le verdict muet d'une antique réprobation. Les femmes, en votre présence, vous regardent autrement. Comment cela, vous n'avez pas d'enfant? Vous n'êtes pas mère? Vous n'avez jamais désiré un bébé? Impossible. Toute femme désire un bébé. C'est son instinct, l'accomplissement de sa nature. Une femme sans enfant est une femme inachevée. Elle mérite à peine ce nom. Pour cet être contre nature, il faudrait inventer un autre terme. Regardez les stars, elles veulent tout. La carrière et le bébé. Tout de suite un bébé, très vite 3 enfants. Pour la rentrée, un bébé, un film, un roman. Me reviennent en mémoire les mots d'un médecin exaspéré, de devoir être complice d'une femme aussi peu concernée par ses virtualités de reproduction. Vous n'êtes pas fatiguée à la longue d'avaler des contraceptifs? Non, je n'étais pas fatiguée. Du tout. Je trouvais même que la pilule avait bon goût. Par contre, croyais-je, et c'était quand même à moi d'évaluer mes capacités d'endurance, je serais fatiguée d'élever une famille. Chacun son point faible. Manifestement, et bien que spécialiste du corps humain, il faisait partie de ces gens, innombrables, qui, selon la remarque de Philippe Muret, confondent, s'agissant des femmes, le sexe et le ventre. Il ne voulait pas en entendre davantage. Je n'avais pas envie d'en dire plus. Face à une hostilité qui vienne conforter dans une unanimité confondante, aussi bien la loi de l'espèce que le commandement de la religion et la bénédiction des médias, comment me défendre? Que pourrais-je dire? Que rien dans cette histoire ne m'a jamais attirée? Ni la grossesse, ni l'accouchement, ni le quotidien de nourrir un enfant, de m'en occuper, de l'éduquer. Que l'idée d'un amour qui se déclenche aussi automatiquement et pour si longtemps, avec toute chance de me survivre, m'est pénible. Que je n'ai pas d'énergie pour ce qui risque de durer toujours, pour ce qui ne se vit pas au rythme des intermittences du cœur. J'aurais pu dire aussi que j'habitais des chambres trop petites, d'où je déménageais trop souvent, que j'avais du mariage un imaginaire nul et un sens des responsabilités inexistant, que j'étais égoïste, infantile, trop portée à m'amuser pour m'intéresser au jeu d'un autre, que je n'ai jamais senti le lien entre mon désir pour un homme et celui d'avoir un enfant. Il me manque un maillon. Peut-être aussi est-ce lié à cette phobie d'être interrompue par mes parents quand j'étais enfant? Plus tard, j'ai regardé autour de moi et j'ai constaté que ma vision était partiale. J'ai observé de jeunes enfants avec des mères. Ils n'arrêtent pas de les interrompre. Le temps fragmenté, en réalité, c'est celui de la mère de famille. Et il relève de son savoir-faire et de sa discrétion d'en masquer l'épuisante répétition, l'aliénant labeur. Comme l'écrit Marguerite Duras, la femme au foyer doit inventer son emploi du temps conformément à celui des autres gens, des gens de sa famille et de ceux des institutions extérieures. Une bonne mère de famille pour les hommes, c'est quand la femme fait de cette discontinuité de son temps
une continuité silencieuse et inapparente. Tu verras à ton tour quand tu auras des enfants, me disait ma mère. Eh bien, je n'ai pas vu. J'ai sauté mon tour. Je me tais. Je n'ai rien à évoquer. Aucune raison convaincante. C'est un thème sur lequel il ne m'importe pas de faire des adeptes. Un thème inconsistant à mes yeux. D'où le silence des femmes sans enfants. Il contraste avec l'intarissable parole des mères et sur les mères, avec l'omniprésence des vierges à l'enfant. Une femme qui refuse la maternité est follement moins excitée, moins philosophiquement déclamatoire. Faible avocate de sa cause, minoritaire dans son propre sexe, elle est consciente de son appartenance et elle ne peut constituer la femme en interlocuteur ennemi. Quant à s'adresser aux hommes, mettre en question leur désir de paternité, s'en protéger, c'est une intervention utile et nécessaire à l'occasion, mais elle suscite rarement des tirades en ambition universelle. Un homme qui ne veut pas d'enfant dit non à l'autre. À l'aimer soudain changé en un adversaire dont la beauté et les larmes risquent de le faire céder. Une femme qui ne veut pas d'enfant dit non pour elle-même. Et son refus, bien que souvent inaudible ou inarticulé et sans appel. Ce n'est qu'une ellipse, une touche décisive de négativité dans le dessin d'une vie. Un hommage à l'esprit de rupture. Merci Anna Maria. Donc ce sont des mots très forts. Charlotte, pourquoi as-tu tenu à ce qu'on lise aujourd'hui cet extrait de Comment supporter sa liberté ? Je trouve qu'il y a très peu de textes justement sur ce silence, quelque part, autour de la maternité, mais qui peut aussi s'exprimer par le refus ou l'indifférence. C'est cette question du choix, et on le voit de mille façons encore aujourd'hui, comment le fait d'avoir le droit de choisir, alors même si on peut choisir, mais comment est-ce que c'est perçu, quel regard on subit, qu'est-ce qu'on intériorise. Et puis aussi cette idée que une femme, pour être une femme, doit passer par un accouchement, doit peut-être passer par certaines souffrances, par quelque chose que si elle ne l'a pas vécu, quelque part, elle ne peut pas comprendre. Où j'ai rattaché peut-être ce texte aussi à un autre texte, Souvenir de la marée basse, qui est un hommage à votre mère. Et je me suis dit finalement, on n'insiste pas assez peut-être sur le fait que la maternité se transmet sans nécessairement passer par le fait d'accoucher. Il y a quelque chose qui est aussi une transmission de mère en fille, de grand-mère en mère en fille, qui ne passe pas nécessairement par le fait d'avoir un enfant, et on peut perpétuer cette transmission sans nécessairement faire le choix d'avoir un enfant. Oui, absolument. Et c'est quelque chose que j'ai compris assez tardivement, une transmission heureuse de mère en fille, qui ne passe pas par la reproduction, devenir grand-mère, etc. Je pense aussi que ça se joue dans un certain rapport à sa propre enfance. J'ai le sentiment que grandir, entre guillemets, était une dimension qui m'est assez étrangère. Dans la mesure où c'est une possibilité physique, on fait vraiment peser sur les femmes presque l'obligation de réaliser cette virtualité, de réaliser cette potentialité. D'où l'angoisse autour de la fameuse horloge, etc. Si on ne l'actualise pas, alors on manque quelque chose. Et ça, je pense que vraiment, c'est une sorte de stéréotype qui joue énormément. Se vouloir libre d'une certaine façon, c'était une manière de s'identifier aux hommes. Par exemple, j'ai adoré les mémoires de Casanova, j'ai écrit sur Casanova, et ma manière de concevoir l'existence était très casanovienne. Je pensais que c'était bien de passer, de commencer des histoires, de partir. C'est une vision, entre guillemets, masculine, d'une certaine façon. C'est une vision où on n'est pas avec un petit enfant dont on s'occupe. C'est complexe, hein, en fait. Ce qui peut paraître un geste de liberté féminine, c'est un geste de liberté féminine inspiré par un modèle masculin. Absolument. Ouais. Par exemple, être marin, mais pas être celle qui attend le marin. Et d'ailleurs, tous les personnages auxquels vous vous êtes intéressés sont des personnages actifs. Absolument. Vous dites que le livre de votre adolescence, c'est Claudine à l'école. Oui. Et qui était très active aussi. Qui est très
complètement dédramatisé, jovial, naïf. Pervers. Oui. Innocemment pervers. Innocemment Je sais pervers. pas si oui, je- oui, je- non. Non, c'est tout à fait juste, oui. Innocemment pervers, oui. Mais Colette, elle est admirable parce qu'elle n'a pas fait de sa liberté une cause ou une démonstration. Elle l'a vécue progressivement au fil de ce que la situation lui a apporté et surtout de ce qu'elle savait en tirer. Elle ne s'est rien interdit. Elle a vraiment suivi à la fois ses pulsions et très obscurément ce qui servait son intérêt et son désir d'écrire. Et une dédramatisation absolue de la culpabilité. Donc elle est admirable. Vous avez aussi écrit sur le marquis de Sade. Qu'est-ce qui vous a animé justement à vous intéresser à ces écrits? Bon, alors j'ai découvert le marquis de Sade quand j'étais interne à Bordeaux. Mon ami m'a offert l'histoire de Juliette. Et donc je le lisais dans un dortoir. Et j'étais survoltée, évidemment. Et ce que j'ai trouvé, et que je continue de trouver extraordinaire chez Sade, c'est qu'il ait pu écrire dans cette langue admirable, d'une pureté, alors là justement pour l'élégance linguistique, syntaxique qui ne craint personne, aller si loin dans les excès érotiques en bougeant absolument pas un idéal, une ligne linguistique splendide. Et puis il y a l'humour de Sade, qui n'est pas toujours perçu, mais qui existe vraiment. Et puis il y a la personne même de Sade, qu'on découvre en lisant sa correspondance, qui, en dépit de ses excès, était aussi quelqu'un capable d'une complicité, d'une vraie complicité, et d'une intelligence et d'une vigilance de tous les instants. Bon, il a très mal lu la situation qui l'entourait et il est devenu un peu assez obsessionnel. Mais j'aime l'œuvre de Sade, oui. Mais c'est une œuvre qu'il faut lire, je crois, hors tout rapport réaliste. Par exemple, je déteste le film de Pasolini. Je pense que c'est une complète erreur de vouloir adapter Sade ou de le mettre en rapport avec une situation concrète, fasciste ou autre. Mm-hmm. C'est pourquoi les surréalistes ont adoré Sade, ou Buñuel a adoré Sade, parce que c'est un décollement, comme nos rêves, c'est un décollement de tout passage à l'acte. Mm-hmm. Est-ce qu'à l'époque où vous vous êtes intéressée à lui, ça a surpris qu'une jeune femme s'intéresse et Pas étudie? vraiment, parce que c'était un moment où Sade était extrêmement lu, je pense. Après mai 68, en fait. Exactement. Oui, voilà. Oui. Donc en fait, j'étais complètement dans la mode. D'accord. Donc, Chantal... sauf que j'ai continué. Ça m'est pas passé. Oui. Chantal Thomas, vous abordez énormément de notions finalement philosophiques dans votre œuvre, le désir, la liberté, le plaisir. Charlotte, parmi toutes ces notions à aborder d'un point de vue philosophique ou parfois plus poétique, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, enfin un versant en particulier de l'œuvre de Chantal Thomas qui t'a intéressé? C'est difficile de choisir. Mais je dirais peut-être ce qui m'a beaucoup touchée d'ailleurs dans Souffrir, dans ce texte, ce très bel essai, c'est peut-être le fait que le courage d'affronter la douleur n'est pas décorrélé de l'événement de la joie. Et ça, je trouve ça très, très fort. Mais pour cela, il faut savoir distinguer ce que l'on souffre par nécessité et là où on éprouve du plaisir à endurer une souffrance. Et c'est cette distinction, et c'est vrai, ce qui est merveilleux, c'est que dans votre style, vous utilisez à la fois des intuitions philosophiques et en même temps, vous mêlez des extraits de textes littéraires avec vos propres méditations. Il y a des exemples tellement foisonnants qui finalement nous permettent vraiment de comprendre cette intuition philosophique avec beaucoup de force. Donc c'est aussi à la fois ce courage et aussi ce style qui est votre style qui m'a énormément plu. Et quelque part, vous dites que vos cours de philosophie vous ont ennuyé, mais je trouve finalement que vous avez un esprit très 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 philosophique, mais sans son esprit de sérieux. C'est-à-dire que vous arrivez finalement à toucher à des grandes questions et à cette idée finalement que la vie est un apprentissage permanent, un questionnement incessant où il faut déplacer son regard à chaque instant et la littérature et la conversation finalement vous permettent ce déplacement permanent qui fait partie du questionnement philosophique.
Voilà. Écoutez, merci mais infiniment, parce que si j'ai été si frustrée par l'enseignement philosophique traditionnel, c'est précisément parce que je pense que l'attitude ou le questionnement philosophique rendent la vie passionnante. Et que plus on affine ces questions par rapport à ce qui nous advient, peut-être on ne réussit pas à les résoudre, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui s'agrandit en nous et qui démultiplie nos possibles, je pense. Dans Les Adieux à la Reine, Chantal Thomas, vous parlez des robes de Marie-Antoinette. Vous les appelez les ombres blanches. Et donc on voit ces ombres blanches traverser les différents appartements du château, parce qu'ils sont amenés donc, dans ses appartements, puis retouchés pour être portés lors des fameux bals de la Reine, qui étaient des grands événements festifs à l'époque. Et vous vous attachez énormément à la préciosité, à la sophistication des étoffes à l'époque. Est-ce que pour vous, le vêtement, encore aujourd'hui, est une occasion de rêverie? Ah oui, oui. Tout à l'heure, chez Chanel, par exemple, passer devant ces robes fabuleuses ou voir le tissu qu'un mélange de tweed et de soie, c'est un apprentissage pour moi. J'ai vécu très longtemps en n'étant pas très attentive aux vêtements. Mais c'est justement en commençant d'écrire sur Marie-Antoinette et en comprenant que Marie-Antoinette, une des raisons de la haine contre elle, ça avait été entre autres qu'elle refusait le couturier assigné à la cour pour prendre Rose Bertin, qui était la couturière des actrices. Donc c'était une sorte de rupture avec la tradition et une manière de partager son corps avec une collectivité. Ça a été vraiment un blasphème d'une certaine façon. Et elle a découvert en elle ce talent de la beauté et de l'apparat, et ça aussi, ça lui a été reproché. Dans les pamphlets, on parlait de Rose Bertin comme son ministre femelle, et on parle de Marie-Antoinette, c'est évidemment la grande affaire du collier, où on va lui faire payer, entre autres, ce collier qu'elle n'a pas acheté. Et je pense que, oui, c'est avec elle que j'ai commencé à penser que l'aventure de la beauté pouvait représenter une cible possible pour la haine, pour la misogynie. Et à commencer à être plus attentive à la beauté des habits, qui est vraiment une création géniale à part entière. Et aussi en lisant Proust. Dans Proust, il y a vraiment cette idée que la création esthétique passe par le vêtement. Et Fortuny, les pages sur Fortuny m'ont éclairé, vraiment. Et dans Souvenir de la marée basse, vous dites que vous aimez beaucoup la trace que fait le maillot de bain sur votre peau. Alors moi, c'était quand même minimal, vous voyez, comme approche du vêtement au départ. Est-ce que c'est toujours le cas? J'étais très émue par le passage entre ma peau blanche et ma peau bronzée. Et le choix du maillot de bain, est-ce qu'il est important? Voilà, alors c'est pour ça que c'est très progressif, mon approche de l'habit, en effet. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui aimerait écrire, mais qui n'ose pas ou n'y parvient pas, quel serait ce conseil? Justement, commencer par le journal. Oui. Oui, ou commencer avec des petits carnets. Moi, j'ai commencé comme ça, d'ailleurs, sur des petites surfaces. Un carnet qu'on apporte avec soi et prendre des notes sur des silhouettes ou des choses qu'on entend, ou raconter un rêve, commencer sur un petit modèle, comme le bikini, pour s'habituer à choisir une robe. C'est une chose très progressive. Ça, je crois que le rapport de chacun à l'écriture, c'est vraiment, ça ne regarde que soi. Oui. Merci beaucoup, Mais Chantal. Merci Charlotte. Merci Anna-Marie. infiniment. Merci. Merci.